Il ne restait plus à l'auteur, pour accomplir le tour de force dans son entier, que de se dépouiller autant que possible de son sexe et de se faire femme. Il en est résulté une merveille. C'est que malgré tout son zèle de comédien, il n'a pas pu ne pas infuser un sang viril dans les veines de sa créature, et que Madame Bovary, pour ce qu'il y a en elle de plus énergique et de plus ambitieux, et aussi de plus rêveur, Madame Bovary est restée un homme. Comme la Pallas armée, sortie du cerveau de Zeus, ce bizarre androgyne a gardé toutes les séductions d'une âme virile dans un charmant corps féminin. Madame Bovary de Gustave Flaubert, vue par Charles Baudelaire. Qu'est-ce que t'as l'air con avec ce truc dans les mains? La phrase claqua en l'air comme un coup de fouet. Madame Bovary avait redressé la tête, presque abasourdi par la violence de ces mots, prononcés en français. Scheherazade ne supportait plus de le voir s'extasier de cette façon tous les soirs avec cette expression niaise. Pourtant, il ne faisait rien de mal, il était juste en train de découvrir les applications de son nouveau smartphone. Jusqu'à présent, Adam utilisait un de ses portables miniatures à touche, offert par son épouse quelques années plus tôt, à l'occasion de leur anniversaire de rencontre. C'était une femme plutôt grande, la peau mate, avec des cheveux bruns très courts qui donnaient un air dur à son visage arrondi. Elle exerçait dans le service chirurgie d'une petite clinique privée de Marrakech. Ses journées commençaient tôt, se terminaient tard, souvent dans une ambiance stressante. Quand elle rentrait à la maison, au crépuscule ou à l'aube, Scheherazade avait les traits tirés, les yeux cernés. Une longue ride lui traversait le front, semblable à une cicatrice. Elle s'en prenait souvent à Adam. Aujourd'hui, c'était en raison du smartphone. La semaine dernière, à cause de la machine à café mal nettoyée. La semaine d'avant, pour avoir oublié de ramener du pain. Son épouse trouvait toujours un prétexte pour être désagréable, parfois humiliante. Des chaussures non rangées dans le meuble prévu à cet effet. Des journaux oubliés dans le salon depuis plusieurs jours. L'odeur du tabac sur ses vêtements. Une simple expression de visage déplacé suffisait à la mettre dans une colère noire. Elle pouvait tout se permettre avec son mari. Il encaissait sans broncher. Même lorsqu'il était enfant, il avait du mal à répondre aux admonestations des autres. Son premier jour au collège Biranzara Natahnaout lui revint brutalement en mémoire, tandis que Scheherazade soupirait en levant les yeux au plafond. Le proviseur l'avait accompagné à l'étude, ce jour-là. Il portait des chaussures kaki, toutes neuves, légèrement brillantes, un pantalon à pinces de la même couleur, et ses cheveux étaient coupés droit sur son front. En entrant dans la salle de classe, le proviseur l'avait recommandé au maître comme un excellent apprenant. Ce dernier lui avait signifié autoritairement d'aller s'asseoir au fond. Les autres élèves récitaient leurs leçons à haute voix. Lorsqu'ils eurent terminé, le maître demanda au nouveau quel était son nom. Adam se leva et articula un mot inaudible. Le maître lui demanda de répéter, agacé. Le même bredouillement de syllabes résonna dans la classe, couvert par quelques ricanements. Plus fort, fit le maître. Le nouveau ouvrit la bouche aussi largement qu'il put et lança à plein poumon le mot suivant. D'Adam Bovary. Toute la classe éclata de rire et se mit à chanter en chœur. D'Adam Bovary, d'Adam Bovary. Le maître comprit en regardant la liste que le nouveau s'appelait Adam Bovary. À la récréation, les autres enfants se moquèrent de lui avec une agressivité déconcertante. Ils marchèrent sur ses chaussures kaki pour y faire des marques noires, lui crachèrent dessus, le traitèrent d'idiot, de mkelach. Il ne répondit pas, les laissa l'humilier à leur guise. Scheherazade avait raison. Adam Bovary avait l'air d'un con. Toute sa vie, il avait eu l'air d'un con. Il n'était pas simplement un imbécile, quelqu'un de stupide ou de bête. Sa vie aurait été formidable s'il n'avait été qu'un crétin. C'était plus que cela.
Adam Bofari était un homme ridicule. Voilà la terrible réalité que son miroir lui renvoyait à présent au visage chaque matin. L'année dernière, il avait perdu son travail. Il exerçait les fonctions de directeur marketing dans une grande entreprise installée aux abords de la ville. En rentrant au Maroc, au début des années 90, après avoir terminé des études commerciales à Rouen, il avait facilement trouvé du travail. Les firmes s'arrachaient des profils tels que le sien, même s'il avait été un étudiant plutôt médiocre en France. Pendant plus de 20 ans, Adam s'était investi corps et âme dans son job. Et puis un beau jour, sans qu'il s'y attende vraiment, un jeune homme en costume gris, avec une chemise jaune pâle et une cravate rose, qu'il n'avait encore jamais vu au sein de la firme, était entré sans frapper dans son bureau et lui avait annoncé son renvoi. Le ton impersonnel, presque poli, adopté par son interlocuteur, reflétait l'insignifiance de la situation. Sur le coup, Adam avait écouté silencieusement ce jeune homme sans doute fraîchement diplômé. Cette relation déshumanisée qu'il instaura d'emblée entre eux l'avait impressionné. Cet après-midi, vous devrez passer au service RH régler les questions administratives, convenir ensemble du montant des indemnités de licenciement avec la direction générale et quitter votre poste à la fin du mois. Une fois prononcées ces paroles, le gars lui avait dit au revoir et était reparti de son bureau comme si de rien n'était. Les jours suivants, Adam regretta de ne pas avoir réagi plus vivement face à cette décision arbitraire. Il s'en voulut d'avoir simplement accusé le coup en silence et s'être soumis passivement aux procédures, sans opposer la moindre résistance. Il aurait dû se mettre en colère, faire un scandale, contacter un inspecteur du travail, porter plainte, aller au tribunal. Le mois suivant, son premier mois de chômage, alors qu'il sirotait un thé à la menthe sur la terrasse d'un café aux tables blanches, une pensée terrible traversa l'esprit d'Adam. Qu'est-ce qui se serait passé ce jour-là si, au lieu de le regarder silencieusement, il avait planté la mine de son crayon à papier impeccablement taillé dans l'œil de ce jeune homme en costume cravate? Comment serait sa vie aujourd'hui s'il avait commis cet acte? Aurait-il eu l'air d'un con, avec ce type au visage ensanglanté, se contorsionnant sur la moquette de son bureau? Il chassa cette pensée de sa tête. Adam avait 53 ans, presque le même âge que son épouse. Au départ, il pensait retrouver facilement du travail, mais il comprit très vite que les choses seraient compliquées. Jusqu'à présent, il était tombé uniquement sur des petits boulots sans intérêt, où il était exploité par des pseudo-patrons sans scrupules et plus précaires que lui. En ce moment, il n'y avait rien sur un marché du travail hyper saturé, peuplé de jeunes loups surdiplômés. Lors des premiers mois, Adam attendait avec impatience les réponses à ses candidatures spontanées. Sa vie d'avant lui manquait cruellement. Il souhaitait de nouveau se lever le matin aux aurores, mettre son costume et sa cravate, aller au bureau, réaliser des performances extraordinaires, gagner la reconnaissance de ses supérieurs hiérarchiques, ramener un salaire important à la fin de chaque mois. Et puis il finit par comprendre qu'il ne retrouverait plus un poste tel que celui qu'il avait occupé jusqu'à présent. Ses compétences étaient obsolètes, sa carcasse bonne pour la décharge publique. Le monde n'était plus le même. L'époque qui avait été si glorieuse pour lui semblait être révolue à jamais. Voyant que ses recherches d'emploi demeuraient infructueuses, Shahrazad lui avait proposé de le faire embaucher dans sa clinique en attendant de retrouver quelque chose, mais Adam avait catégoriquement refusé. Travailler dans le même espace professionnel que son épouse, surtout à un poste de subalterne, serait humiliant. Adam vivait très mal cette situation. Il se sentait meurtri, amputé d'une partie de lui-même. Le fait que son épouse ait un emploi et qu'il soit sans activité professionnelle donnait une nouvelle configuration à leur couple. Désormais, Adam était devenu un homme entretenu par sa femme, réduit à s'occuper des tâches ménagères et du foyer. Au bout de quelques mois, un pacte implicite s'était mis en place. Shahrazad se rendait au boulot et Adam s'occupait des affaires domestiques.
Comme son épouse n'avait jamais voulu prendre une bonne à la maison pour ne pas avoir à la gérer au quotidien, cette dimension sociale du travail, cette division sociale du travail s'était tacitement installée entre eux sans qu'il n'ait eu vraiment le choix. Adam avait vu disparaître le peu de fierté qui lui restait, jour après jour. Il se sentait diminué physiquement. Chaque matin, il se réveillait avec une haine violente de lui-même. Adam était devenu quelqu'un d'autre, un type dont il avait profondément honte. Récemment, Shahrazad avait essayé de le rassurer. Adam devait prendre cette période comme un break. Il finirait bien par retrouver du travail. Pour le moment, il pouvait se permettre de rester sans emploi. Cela lui ferait même le plus grand bien après toutes ces années de stress et de souffrance au travail. Des sortes de vacances longue durée. Il avait essayé de se mettre à son compte, faire du consulting, mais sans succès. Il restait habitué aux procédures du salariat. En attendant de reprendre une activité professionnelle digne de ce nom, il faisait le ménage, la cuisine, les courses, la lessive, payait les factures d'eau et de téléphone dans les petites boutiques prévues à cet effet, passait la serpillière sur le carrelage tous les mardis matins. En fait, il s'occupait de ce que Sherazade n'avait pas envie de faire. Voilà ce qu'était devenu sa vie depuis son licenciement. « Qu'est-ce que tu as l'air con avec ce truc dans les mains ?» Cette phrase résonnait encore à ses oreilles. Pourquoi Sherazade s'était-elle permis cette insulte? Adam rêvait depuis longtemps d'acquérir un smartphone. Au début, il craignait d'acheter un gadget dont il ne saurait se servir. Jusqu'à présent, lorsqu'il voyait tous ces gens pianoter sur leur appareil sophistiqué, il se disait que ces avancées technologiques n'étaient pas pour lui. Et puis la semaine dernière, la tentation avait été trop forte. Il s'était décidé à acquérir un nouveau portable. On a raté une marche, Adam. On est passé à côté de quelque chose. C'est pour cela qu'il faut que l'on se parle. Pas maintenant, pas ce soir. Je suis fatiguée et demain je dois arriver tôt à la clinique. On doit opérer quelqu'un. Mais on trouvera un moment et on parlera. Je veux que l'on rattrape le temps perdu. Je m'en veux de t'avoir fait subir tout ça. Je veux te faire du bien à présent. Cela ne peut plus continuer comme ça de toute façon. Et je ne supporte pas de te voir dans cet état, Adam. Il y a des personnes qui ne se doutent de rien, qui ne voient pas que leur conjoint est en souffrance et qui dépérit sous leurs yeux. Pour ma part, j'ai bien compris que tu rêves d'une vie meilleure et que cela te tue de ne pas l'atteindre. Je vois tout cela, Adam. Je ne veux pas te laisser mourir. Tu vas arrêter la cigarette pour commencer et ensuite tu vas te remettre à sourire. Je trouverai comment faire. Adam, il va falloir que l'on parle, toi et moi. On trouvera un moment, bientôt. Il faut vraiment que l'on parle, toi et moi, Adam.